Aux États-Unis, ils considèrent actuellement les missiles balistiques comme celui-ci, comme leur principal objectif en Iran. Ce missile balistique, qui a été lancé là-bas en juin par l'Iran, fera partie des objectifs. En gros, toutes les rampes de lancement, toutes les zones où se trouvent de ces missiles, seront des cibles principales, selon la source de Reuters. Reuters affirme que différentes sources du gouvernement des États-Unis assurent que les objectifs ou l'objectif principal seront de détruire ces missiles balistiques. C'est l'une des forces les plus importantes que possède le régime des ayatollahs. Ce type de missiles, qui ont été présentés récemment par exemple, avec un propulseur à carburant liquide, une portée de 2000 km et un poids de 1500 kg, ceci est l'un des missiles qui ont été annoncés il y a seulement quelques jours. D'après ce qui est rapporté, il ferait partie des cibles à l'intérieur des États-Unis dans cette guerre potentielle. À plusieurs reprises, ils ont déjà montré avec des animations, ceci est une animation réalisée par les Iraniens, où ils montrent soi-disant comment sont leurs bunkers, même s'ils ont effectivement montré quelques images réelles. Ils montrent aussi des images de drones et de missiles, prétendument au sol, bien qu'on sache qu'ils disposent de bunkers. On ignore le nombre exact, mais on estime qu'ils pourraient avoir 1500 missiles balistiques. Ceci fait partie de ce qui est maintenant considéré comme une image surprenante. Cette fois-ci, on montre cette fusée à 3 étages. Une fusée à 3 étages fabriquée par un professeur et ses élèves, dans laquelle seuls de l'eau et de l'air ont été utilisés. Et ils ont réussi donc à fabriquer cette fusée. La vérité, c'est que c'est impressionnant. De l'eau, de l'air, et puis énormément de créativité, énormément d'imagination pour réussir à fabriquer, avec seulement du plastique, de l'eau et de l'air, cette fusée à 3 étages. Très intéressante aussi l'image que montre Rara Troll, le troll du jour. Regardez ça. Quelqu'un poste une image où il montre un morceau de pain. Il ne laisse pas, vous savez comment sont les fourmis, il ne laisse pas les fourmis s'approcher pour qu'elles envoient le signal. Et maintenant, il leur met un petit bâton en bois, alors elles arrivent donc toutes excitées en se disant « il y a de la nourriture, il y a de la nourriture ». Et regardez, elles arrivent avec le bâton en bois, elles commencent à voir qu'il n'y a rien. Imagine la réprimande qu'ils vont donner à la pauvre tortue, la pauvre tortue. La pauvre fourmi, ils ne voudront plus jamais d'elle dans leur vie. Non mais. Voici une autre image qui attire l'attention. Voyons ce que dit Xi Jinping à propos de la visite de Starbucks par le Premier ministre d'Angleterre. À travers quelques rebondissements, cela n'a pas servi les intérêts de nos deux pays. Le monde est actuellement les deux à la fois. Il assure qu'à un moment donné, il y a eu des divergences qui n'aident pas entre le Royaume-Uni lui-même et la Chine. Ces différences tant soudaines ne l'aident pas beaucoup. Et donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que pour avoir la paix, il faut savoir conclure des accords. Il faut savoir, tolérer certaines différences que l'on peut avoir, dit-il. Starmer s'est réuni, mais aussi ne s'est pas réuni. Mais à partir de maintenant, tous les Anglais n'auront plus besoin de visa pour entrer en Chine ou pourront entrer comme synades. Tout cela dans le but de faciliter davantage le tourisme et les affaires entre les deux pays. Starmer a aussi affirmé qu'entretenir de bonnes relations et des affaires avec la Chine était essentiel pour l'avenir. Il y a donc là un tournant très intéressant, aussi bien de l'Europe vers l'Inde que de certains pays vers l'Inde et la Chine qui commencent à se rapprocher. En raison également de la méfiance que Trump a suscitée lors de ce second mandat, passons aux détails de ce qui se passe dans le monde. Nous devons aller à la carte tout de suite, la situation est très grave. On affirme qu'il y a une sorte d'invasion dans certaines zones de l'Europe, spécifiquement dans cette région du monde où, selon les rapports, il y aurait des mouvements, voire une possible invasion aérienne de la part de la Biélorussie. Cela donc vers un pays de l'OTAN, à savoir la Pologne elle-même. Que se passe-t-il et pourquoi cette situation commence-t-elle à inquiéter ? Nous en avons déjà parlé ? Comme il s'agit de l'un des points sensibles, l'une des lignes rouges que l'OTAN a permis de franchir, font-ils partie de ces mouvements, de ces, appelons-les, sortes de tests que la Russie a l'habitude de faire ? Par qui passe-t-il ? Par l'intermédiaire d'un pays tiers, cette fois-ci par la Biélorussie elle-même. Passons aux détails de ce que l'on sait sur cette information.
Mais ces incidents, car il y en a plusieurs, ont commencé à voir apparaître des objets ressemblant à une sphère, à un ballon. Ces drones ne sont pas ceux que l'on voit soudainement, ce sont clairement des ballons, non? Où ils commencent à passer de l'autre côté. L'armée polonaise a annoncé que ces objets de type ballon ont de nouveau traversé, envahissant la Pologne depuis la Biélorussie vers son espace aérien. Cela mettrait en danger l'aviation civile, cela pourrait mettre en danger l'aviation civile, selon ce qu'ils disent. Il ne s'agit pas de simples ballons, mais de grands ballons contenant parfois des objets ou substances interdites. Ils signalent sûrement. C'est une guerre hybride, disent-ils. Dans le cadre de ces actions, il y a une stratégie qui consiste précisément à mettre la Pologne en danger, à la rendre nerveuse, une guerre psychologique. Aussi. Ce terme fait référence à des actions hostiles qui n'aboutissent pas à un conflit armé, mais qui, en effet, créent des problèmes. Cyberattaques, désinformation, invasion par le biais de ballons sous de multiples formes. Les rapports indiquent que les ballons étaient constamment suivis par les radars militaires. Le commandement des opérations de la Pologne a instauré des restrictions temporaires dans l'espace aérien. Imaginez tout ce qu'ils doivent faire, restreindre l'espace aérien dans certaines zones, là où ils voient que les ballons avancent. Tout ça parce qu'un jour, Loukachenko s'est levé et leur a dit « Envoyez-leur plus de ballons, paralysez-les ». Il y a eu des occasions où il a paralysé des aéroports internationaux. Cette fois-ci, heureusement, ce n'était pas le cas. La Pologne avait déjà convoqué le chargé d'affaires biélorusse pour une précédente violation de l'espace aérien. Attention, ils n'ont pas d'ambassadeur dans cette région, il n'y a qu'un représentant diplomatique pour les affaires, mais il n'y a pas d'ambassadeur parce que les relations avec la Biélorussie ne sont pas bonnes. Depuis le 24 décembre, au moins 59 ballons ont déjà été détectés. Ils sont énormes. Ce sont des ballons assez grands qui pourraient poser un problème pour un avion, ce qui pourrait aussi être un problème pour un hélicoptère. Ils signalent sûrement. Sur les 59 ballons détectés par les radars à ce moment-là, seulement 7 ont pu être récupérés. On ne sait pas où sont passés les autres. En 2025, en octobre encore une fois, des ballons similaires ont forcé la fermeture de l'aéroport principal de Vilnius en Lituanie pendant des heures, après être venus de Biélorussie. Ils ne leur tirent pas dessus parce qu'ils pensent qu'ils pourraient en contenir des matériaux dangereux, alors ils ne tirent pas, ils attendent qu'ils descendent, imaginez-vous. L'alliance entre la Biélorussie et Moscou suscite une inquiétude constante en Pologne, en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, qui ont renforcé les forces à leurs frontières. Ces pays baltes, tous ces pays qui sont ici, ont tous renforcé leurs frontières avec la Biélorussie. Il y a aussi la frontière avec Kaliningrad, qui appartient à la Russie. Et évidemment, ces pays, surtout la Lettonie et l'Estonie, avec toute la frontière qu'ils partagent avec elles. La Russie ici, la Lettonie là, la Pologne là et la Biélorussie là. Ce sont des provocations qui peuvent aller plus loin et qui, à un moment donné, peuvent s'intensifier. Le problème, c'est ces pays. Et tout cela a fait que la sécurité soit énormément renforcée. Mais passons maintenant à d'autres sujets qui se déroulent également en ce moment. Ces agents sont suspendus à partir de maintenant. Nous avons besoin que les gens voient, qu'ils voient, qu'ils voient, qu'ils voient. Surtout les agents qui ont clairement abusé de leur pouvoir, au moins selon ce dont ils sont accusés, avec les plaintes qui existent. À la suite de 2 fusillades mortelles à Minneapolis, 3 agents de l'ICE et de la patrouille frontalière ont finalement été suspendus. Après que Jonathan Ross ait éliminé Rana Gut le 7 janvier, et 2 autres agents ont tiré sur Alex Petri, un infirmier, également à Minneapolis, le 24 janvier, ils vont sûrement le signaler. Donald Trump a défendu ses agents,
affirmant qu'il bénéficie d'une immunité absolue de l'État. Le département de la sécurité intérieure a confirmé la suspension des agents bénéficiant de l'immunité impliquée sans donner de détails. Le département de la sécurité a juste dit qu'ils sont suspendus pour l'instant. Ils ne veulent trop pas donner de détails, ils ne veulent trop pas donner les dates ou les procédures internes qu'ils vont suivre correctement. Le décès de Ringut, suite à ce tir de cet agent de l'ICE, a provoqué des manifestations à l'échelle nationale. Mais ensuite, sans que ce qui est venu après, quand un infirmier a également été abattu et tué, cela a aussi provoqué de multiples manifestations. Et cela n'a fait qu'empirer. Apparemment, le FDI mène une enquête sur l'accusé, mais selon ce qu'on dit, c'est pour dissimuler des preuves, c'est-à-dire qu'il cache des preuves. Les autorités de l'État veulent qu'ils s'en prennent à ces agents. Ils sont suspendus pour l'instant afin de calmer les tensions. Mais il est clair qu'il y a des opérations, selon ce que prévient l'État lui-même. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent éliminer les preuves. Depuis la Maison-Blanche elle-même, Carol Leavitt a accusé les démocrates. Elle dit que vous avez encouragé, dit-elle, l'ambiance hostile. Le gouverneur Tim Walz. Un appel positif, affirme-t-il, avec Trump. Avez-vous tenté avec Tom Holland ou le SAR frontalier ? Ils affirment vouloir intensifier les opérations fédérales dans l'État, un sujet surveillé, et évoquent le renforcement de la sécurité. Mais de la part de l'État, la tension sociale a augmenté au Minnesota et ailleurs. Des groupes et même des écoles entières sont sortis manifester contre la patrouille frontalière et l'ICE. Cela pourrait marquer un nouveau tournant dans le débat sur la sécurité nationale et l'abus de pouvoir persistant. Passons à d'autres sujets. Regardez comme c'est bien. Encore un reportage, cette fois encore plus intense. La tension monte avec la question de l'Iran. Et hier, nous disions déjà qu'ils sont en mode caché, pas dans cette zone. Par ici, l'USS Abraham Lincoln, ce porte-avions avec toute sa flotte, a éteint les transpondeurs. Donc on ne sait pas où ils sont. En plus, dans un autre rapport séparé, on sait par des médias américains que les systèmes de défense THAAD sont en train d'être transférés, ils les emmènent au Moyen-Orient. On ignore où ils vont et s'ils sont déjà installés ou encore en route. Mais les systèmes THAAD sont en cours d'installation. Lorsqu'ils savent qu'ils vont recevoir des attaques de missiles, cela veut-il dire qu'ils se préparent à une riposte de la part de l'Iran ou à une contre-attaque de l'Iran au cas où ils attaqueraient ? L'avertissement a été plus fort. Aujourd'hui, Donald Trump a promis une destruction massive contre l'Iran, selon ses propres mots. Lance-t-il vraiment cette menace ? Alors que le porte-avions Abraham Lincoln est discrètement positionné, il prévient qu'en refusant l'accord avec les États-Unis, l'Iran subirait des attaques plus graves qu'en juin. La flotte menée par l'Abraham Lincoln se dirige rapidement vers l'Iran, déclare Trump. Elle est prête et capable de mener une opération violente si besoin. Trump a encore utilisé Truth Social, affirmant que l'Iran doit conclure un accord ou subir des conséquences dévastatrices. Il affirme vouloir un accord équitable pour empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire et de financer le terrorisme régional. Les guerres par procuration ? Le commandement central des États-Unis a également annoncé une démonstration de puissance aérienne de combat dans toute la région, bien qu'il n'ait révélé ni les dates ni l'emplacement exact. Ils annoncent des exercices aériens prévus, mais ils n'ont pas encore été observés. Abbas Khabib, haut responsable iranien, a prévenu que toute attaque contre le guide suprême Ali Khamenei entraînera, selon eux, des représailles catastrophiques. Il a même menacé directement Trump, un sujet qui attire donc déjà l'attention. L'Iran a également menacé d'attaquer des bases clés comme Al-Udeid au Qatar si les États-Unis lancent aussi une offensive. Par ailleurs, selon les rapports, le porte-avions américain
est en cours de déploiement ou va l'être. Les F-15 Strike Eagle et d'autres destroyers de défense disposent également de systèmes antimissiles qui vont être activés. Qui sait, je ne sais pas si c'est du bluff. On ne sait pas si cela aboutira, mais vu leur force, il va sûrement se passer quelque chose d'intense. Mais bon, comme on le sait, on ne sait jamais, et comme ça, d'un coup, on va le faire. Il n'y aura pas d'accord, c'est-à-dire que les Iraniens ne veulent pas d'accord, du moins c'est ce qu'ils ont montré jusqu'à présent, et s'ils font un accord, ils ne vont pas le respecter, même s'ils signent quelque chose et disent « Ah, on va faire un accord », c'est juste pour gagner du temps. Ils l'ont fait pendant des années, et des années, et des années. Donc c'est-à-dire, si c'est un accord obligatoire, ça n'arrivera pas. Et si ça arrive, ce sera seulement entre guillemets. Ils vont dire oui, signer un accord, puis le violer en 1 jour, 2 jours, 15 jours ou 1 mois. C'est-à-dire, ils l'ont fait pendant des années. Et c'est ça, et Trump le sait aussi, donc c'est pour ça que je dis que c'est difficile. Et s'ils arrivent à un accord, ce ne serait qu'une simple manœuvre de diversion. Alors dans ce cas-là, en attendant, passons à un cas extraordinaire, un cas assez étrange, celui d'un homme qui a gagné à la loterie, mais qui a fait l'impensable. On en parle tout de suite, c'est tout. Un énorme salut à Karim, à Christy Kranz comme dans l'État, salutations à toute sa famille, Blanca Barcelo aussi dans l'État également, salutations à Francisco Garza et à toute la communauté. Miguel José Francisco, changeons de sujet et parlons de ce cas curieux. Imaginez gagner à la loterie. Tout le monde dit « Moi j'ouvrirai un commerce, je ferai ci ou ça ». Chacun imagine ce qu'il ferait, non? Pour ne rien perdre et en profiter. Non, je suppose, moi non, enfin, pour avoir des économies, pour assurer ton avenir, celui de tes enfants, je ne sais pas. Mais un Britannique a pensé très différemment. Pour commencer, il a gagné à la loterie et il avait 80 ans. Il a 80 ans, qu'il ait une famille ou non, il voudra sûrement profiter de ces dernières années. Peut-être qu'il n'a pas gagné à l'Euro-Millions et qu'il a utilisé sa fortune. Pas pour faire une affaire, pas pour donner de l'argent pour les études de ses petits-enfants, de ses enfants, mais pour construire le plus grand réseau illégal de drogue jamais détecté au Royaume-Uni. C'est ce qu'affirme un juge, une affaire incroyable. Jean-Éric Spielberg, 80 ans, a gagné 2,4 millions de livres à la loterie Euromillions. Il a gagné cela en 2010 et, au lieu de prendre sa retraite, a investi la majeure partie de l'argent dans des machines et laboratoires pour produire des drogues à grande échelle. Imaginez que toute sa vie, je pense que c'était comme son plus grand désir. Et quand il a eu de l'argent, c'est-à-dire, avec ça, il aurait pu prendre sa retraite. Avec ça, tu peux, je veux dire, ce n'est pas rien. C'est comme si c'était 2,4 millions de livres sterling. Ce n'est pas non plus comme si tu étais super millionnaire, mais tu as 80 ans, donc tu peux très bien profiter de cet argent. Franchement, c'est pas mal. Au lieu de partir à la retraite. Il a investi beaucoup de cet argent dans des machines, des laboratoires et le personnel pour produire des drogues à grande échelle. C'est sûr qu'ils en parlent. Il a été condamné cette semaine à 16 ans de prison pour avoir dirigé une organisation criminelle qui a inondé la région de Manchester de pilules illégales. À part ça, il est devenu intense. Spivey, son fils et 2 complices fabriquaient et distribuaient de l'éthizolam, un puissant barbiturique, en le faisant passer pour du Valium. Les opérations sont restées actives de 2020 à 2020, c'est-à-dire qu'ils ont fait ça pendant des années. On estime qu'ils ont produit et distribué des millions de comprimés, générant entre 56 et 280 millions de livres impressionnants. En plus, c'est-à-dire, à partir de 2 millions, ils l'ont transformé en 288 millions. Hallucinant, non? Ce type,
Et aussi une sacrée mentalité criminelle qu'avait ce personnage, non? Chapitre Nico Twist. Ils vont sûrement signaler. Spilby se vante de ses gains, se comparant à des magnates comme Elon Musk, 10 bisous. C'est-à-dire, il voulait juste se vanter qu'il pouvait être bon pour les affaires, mais il n'a pas dit que ce serait des affaires illégales. C'est incroyable. Évidemment, comme je vous le dis, il va passer 16 ans en prison, et vu son âge, ce seront probablement ses derniers jours là-bas. Non, mais vraiment, c'est digne d'une série, d'un film, d'un documentaire ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on va mettre la photo du monsieur, parce que, au moins, pour voir à quoi il ressemble aujourd'hui, non? Pour voir comment il est actuellement. Je veux dire 16 ans, je ne sais pas s'il va les vivre, tu vois, ou 80, 90, il doit avoir plus de 90 ans. Là, 16. 16 ans, donc il vivrait plus de 100 ans, non? C'est incroyable, malgré son âge et sa fortune gagnée légalement. Non, enfin, le sujet de la loterie. Le juge lui a reproché d'avoir choisi la délinquance au lieu de réaliser ses rêves de retraite, ce qui lui aurait permis d'organiser sa vie. Eh bien non, ce n'était pas suffisant comme il le voulait. Les chiffres, a-t-il dit. Ça ne me suffit pas et j'en veux plus. Ce n'était vraiment pas 12 ans de vie criminelle. Ce n'est pas toute une carrière. Ou bien évidemment c'est totalement répréhensible et tout ce que tu veux. Mais malgré son âge, il a réussi quelque chose que je veux dire. Tout comme nous racontons beaucoup d'histoires, de choses qui surprennent. Soudain, il a 80 ans, commence à courir et remporte un marathon pour son âge à 85 ans, non? On dit alors, quel personnage incroyable, non? Et qui d'autre a commencé le sport à 80 ans et est devenu super en forme? Maman, ce n'est pas à 90 ans? Tu te dis, waouh, c'est quoi ça? Mais maintenant, c'est différent, non? Ça peut aussi arriver, non? À 80 ans, il commence à se consacrer à la vie criminelle et il réussit, on va dire, une carrière, disons, réussie du point de vue criminel. Évidemment, avec une fin, eh bien, pas en prison, mais terrible, n'est-ce pas, ce qu'il a fait? Mais évidemment, 17. C'est surprenant, non, ce genre d'histoire? Eh bien, abordons encore 2 ou 3 sujets avant les commentaires, puis nous discuterons des autres rapports plus tard. Merci pour le like. Si ce n'est pas fait, mettez-en un, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous aussi et merci beaucoup. Non, regardez, il y a quelque chose qui se passe et qui attire beaucoup mon attention. C'est très préoccupant parce qu'on est en train de le signaler. Et cela a déjà été rapporté par des médias nationaux, des médias internationaux. On utiliserait, et il y a même des images qui ont montré qu'on utiliserait des armes soniques contre les gens, contre les civils, qui protestent à propos de l'affaire de Lisa. Un dispositif de grade militaire qui projette des sons assourdissants et sert aussi à déconcentrer a bien été installé et déployé lors d'une manifestation tendue contre l'ISA au Minnesota. Cela a été vu lundi soir. Les agents de la patrouille d'État ont affronté des activistes devant le Spring Hill Suites à Maple Grove, où les manifestants pensaient que les agents étaient hébergés. Non, ils ne le pensaient pas, les agents étaient effectivement hébergés là. J'entends, car des images montrent qu'ils y étaient hébergés, non? Alors, ce que les AISO ont montré là-dessus, regardez, c'est là, ce n'est pas comme s'ils le cachaient. Il y a les images qui le montrent. Eh bien, comment utilisaient-ils ce genre de... Alors, là, il y avait des gens qui manifestaient pour partir. Ceux de l'hôtel, c'est l'hôtel, regardez. Ils sont là, en fait, là-haut, dans le coin, à la fenêtre, non? Vous pouvez voir. Ceux de l'ESA boivent des bières en regardant les manifestants. Oui, et ils sont là. Je veux dire, les gens veulent qu'ils quittent l'État et cherchent à voir où ils sont. Pour les chasser? Non, évidemment, pour les faire sortir de l'État. Et en attendant, qu'est-ce qu'ils font, alors? Ils leur appliquent dans ces armes soniques? On voit déjà davantage d'images et des témoignages affirmant qu'on leur aurait infligé ce type d'armes. C'est vraiment terrible. Inquiétant, évidemment, non? Un autre sujet aussi qui attire beaucoup mon attention et qui se passe là-bas en Uruguay. Amis d'Uruguay, qu'est-ce qui se passe avec ça? D'après ce qui a été rapporté, il y a eu des changements de couleur, de goût et d'odeur dans l'eau potable en Uruguay.
L'eau est sortie marron de certains robinets, ce qui a suscité des plaintes. Des habitants de Montevideo et Canelones ont utilisé les réseaux sociaux pour montrer l'eau marron qui coule. Les vidéos montrent donc des piscines avec de l'eau trouble, des filtres endommagés. Il y a eu des plaintes concernant l'odeur et le goût de l'eau. L'entreprise publique d'approvisionnement en eau s'est excusée et a assuré que malgré la couleur, l'eau du robinet reste potable. Eh bien, je ne sais pas, mais moi je ne la buvais pas, honnêtement. Mais bon, la couleur est jaunâtre, elle est brunâtre, cela dépend du témoignage. L'eau coule depuis une semaine dans plusieurs quartiers de Montevideo et alentours, provoquant de nombreuses plaintes. Des excuses ont déjà été présentées. Ils corrigent déjà cela. Oui, cette affaire intrigue, non? Que s'est-il passé? C'est curieux. Ils insistent que l'eau respecte les paramètres, selon les autorités. Mes amis d'Uruguay me diront ce qu'ils pensent de cette situation. Passons aux commentaires. Comment allez-vous? Salutations à Tino, Patry, Francisco, Ars et Monica et Blanca. Sol Garcia, Eliseo Roublox, merci de nous accompagner, José Francisco Patry. Et je me demande pourquoi j'ignore quels sont les grands intérêts des États-Unis au Moyen-Orient. Les États-Unis sont intervenus dans la plupart des pays, Iran, Irak, Afghanistan, etc. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour José Zaraté. Et non, ce n'est pas le seul à intervenir. Mais ils sont là, c'est-à-dire que la Russie intervient aussi, l'Iran intervient aussi, l'Iran passe son temps à intervenir dans tous ces pays et de manière très agressive aussi. Donc, quand je parle des États-Unis, oui, bien sûr qu'ils interviennent, mais l'Iran aussi le fait. Et ils s'en prennent aux Yéménites, ils s'en prennent à l'Arabie Saoudite, ils s'en prennent à l'Irak, ils s'en prennent au Liban, ils s'en prennent à Israël, ils s'en prennent à Gaza. Les Iraniens sont-ils en train de s'étendre ? Et je pense que cela fait partie, disons, de l'objectif principal. Si les États-Unis sont ce qu'ils pensent, n'est-ce pas? Il dit. Si nous n'agissons pas, les Iraniens finiront par contrôler tout le Moyen-Orient. Désormais, pour tout, ce sera très compliqué. Ils manqueront de force. La Russie agit de même. Ce sont des blocs. L'Iran n'est pas isolé, il bénéficie du soutien de la Russie, avec qui il a d'ailleurs signé et ratifié un accord. Mais actuellement, la Russie n'a ni le temps ni le pouvoir pour défendre les ayatollahs. Apparemment, rien ne va se passer ni être fait. Et il y a eu un autre tournant, n'est-ce pas? Le cas de la Syrie, par exemple, la Syrie a su gérer la partie diplomatique parce qu'elle a dit « Voyons, je fais une chose ». Ou bien est-ce qu'ils ont réussi à évincer Bachar el-Assad? Il est évident que les États-Unis auront une influence là-bas. Mais il y en aura aussi de la Russie, il y en aura aussi de la Turquie et même d'Israël. C'est-à-dire, sauf avec l'Iran, car ils ont de vrais différends et ont causé beaucoup de tort aux Iraniens. Il faut se rappeler que Bachar el-Assad était protégé par la garde révolutionnaire iranienne. Les gardes du corps de Bachar el-Assad, les principaux, étaient de la garde révolutionnaire iranienne. Donc c'est eux qui maintenaient Bachar el-Assad au pouvoir. Avec la Russie aussi, mais à la fin, la Russie n'a pas voulu intervenir. Il a très bien compris la stratégie et bon, al-Assad. Le président intérimaire a rencontré hier Vladimir Poutine à Moscou pour la seconde fois. Donc, il s'entend bien avec Vladimir Poutine, il s'entend clairement bien avec Trump, il a eu des conversations avec Israël, alors il a su comprendre la situation. L'Irak semblait oui, mais maintenant il se rapproche beaucoup de l'Iran, les Irakiens penchent de beaucoup vers l'Iran. Et cela a aussi tiré la sonnette d'alarme pour les États-Unis. Dosso, c'est notre États-Unis. Ce sont des parties d'échecs à un très haut niveau, non? Là, la question serait « qu'est-ce que veut le peuple ?» Je veux dire « qu'est-ce que le peuple voudra ?» Ils ne veulent ni être envahis, ni avoir les Valatolas, ils sont donc entre deux feux, tu vois. D'un côté, il dit « Salut Flore, comment tu vas ?» Il dit « Les entreprises étrangères comme UPM disposent de milliers de litres par jour sans problème, dit Flore. Plus haut, il dit. En Uruguay, nous avons ce problème d'eau depuis plusieurs années.
Ils la vendent comme de l'eau potable, mais elle n'en a pas les caractéristiques. Les entreprises étrangères comme UPM disposent de milliers de litres par jour sans problème, raconte-t-il. Ici, Flore Ferras. Écoute, Flore, et tu as raison, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les caractéristiques de l'eau potable. C'est-à-dire que l'eau potable est d'eux. Je crois qu'on nous l'a tous appris depuis qu'on est enfant, non? On te dit que l'eau doit être incolore, insipide, inodore, non? Donc, dès le départ, si l'eau sent mauvais, si elle a une couleur, même si on te dit qu'elle est propre, qu'elle remplit les critères, eh bien, prends un verre, remplis-le et va voir si quelqu'un veut le boire. Non, ils l'ont déjà fait, c'est déjà arrivé, non? Ensuite, ils tentent de se justifier, non? L'eau est bonne et ils disent « Vas-y, ouvre, bois le verre, voyons si c'est vrai ». Ils versent juste un petit filet, non. Bois le verre entier, voyons si c'est vrai. Et si c'est vraiment fort? Salutations Flore, c'est fort, il dit. Élisée, comment vas-tu? Salutations, salutations Cardan, comment vas-tu? Cardan, il dit. Quel dommage que cela continue dans le monde. N'apprenons-nous pas à vivre et nous respecter? Oui. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Salutations Élisée François. Nous reviendrons plus tard avec davantage d'informations sur l'actualité. Merci de votre présence, rendez-vous à midi en direct. Merci beaucoup Cardan pour ce soutien, pour ce super chat et à la communauté qui nous soutient. Merci beaucoup. D'ailleurs, ce soir à 8h30 et à midi, nous nous reverrons avec un rapport un peu plus détaillé sur d'autres choses qui se passent. C'est comment va le sujet de l'or, comment va le sujet du dollar et d'autres sujets aussi sur ce qui se passe au quotidien. Un grand salut, à plus tard, ciao.